je me suis décidée à raconter ma vie aux racines plantées au sein d'un peuple persécuté, proche de tant d'autres destinées brutalisées au cours de l'histoire de notre inhumaine humanité. Je dispose très peu de sources personnelles pour parler du tragique destin des miens, puisque j'ignore leur histoire individuelle et il ne me reste que spéculer et romancer leurs caractères, apparences et actes sans une clé pour ouvrir leurs portes, cerner leur vie et tisser nos liens. Que sais-je d'eux? Mérite-t-il un récit tendre et nostalgique? N'est-il pas suffisant d'apprendre leur tragédie et ma vie de survivante par de nombreux livres écrits sur la Shoah par les particuliers, les historiens et les philosophes? Je ressens un malaise avec cette façon collective, anonyme et globalisante de supposer que mon sort ressemble à ceux décrits dans de nombreux témoignages déjà publiés. Est-il nécessaire de décrire les joies éventuelles dans ma vie pleine de tragédies et d'obstacles, de raconter comment on survit à la futilité, aux injustices et aux violences diverses, tout en appréciant la beauté du printemps et les rires des enfants? Est-il possible d'atteindre une relative sagesse par la reconnaissance des cibles accessibles, d'accéder à une lucidité saine sur notre liberté et sur les limites spirituelles, corporelles et sociales au sein d'une réalité contingente? Est-il possible de transcender la cruauté et la mesquinerie des préjugés, d'oublier les rancunes, de délaisser la vengeance pour léguer un monde meilleur à nos enfants? Je suis née dans un monde plein de haine et d'injustice et je mourrai sans comprendre les pourquoi de la prévalence de la mort sur la vie. Je suis le témoin du mal absolu, génocidaire et résolu. J'étais juive en Pologne, polonaise en France, française au Canada et canadienne en Israël, étrangère partout. Née à Tirangel, j'ai vécu mon enfance comme Genoveva Filipiak et mon adolescence sous le nom de Genia Yashchuk, avec une identité cachée, incertaine, déformée. Lorsqu'à 20 ans, je suis devenue une personne à part entière en France et que mon nom d'épouse Geneviève Benezra m'a rapproché de mes racines juives, j'entamais mon chemin vers la découverte de ma parcelle de vérité. Juive errante, je le suis non par le choix, mais par hasard de ma naissance. Étrangère, je vis avec un brin d'espoir que les idéaux de paix, de justice et de fraternité deviennent réalité de soi, résultant de pressions historiques, idéologiques et sociales, ont façonné ma vie, rendant ma liberté chimérique. Je sais que mon destin d'exclu est partagé par des milliers d'êtres rejetés par les solidarités ethniques, culturelles et nationales, car les préjugés morbides sont la cause principale des souffrances individuelles et collectives à travers notre monde imparfait. Mon désir du souvenir et la conviction que sa transmission m'est vitale préserve mon goût de vivre, clarifie le sens de ma vie de femme, des juifs et des citoyens du monde. Mais taire à cette étape de ma vie serait me rendre complice des forces qui continuent à diffamer et à haïr mon peuple, sous des formes nouvelles, mais tout aussi ténébreuses. Elles atteignent un paroxysme verbal meurtrier sous la forme d'un antisionisme idéologique tout aussi irrationnel que l'antisémitisme millénaire. Je commence donc, après tout, je suis issue du peuple de l'écriture. לפני שהתחלתי לכתוב, לקח לי הרבה שנים כדי להצדיק בפניי למה החיים שלי, למה הניסיון שלי הוא שווה לקריאה, שווה להתחלק עם אחרים. אחד מהדברים שהתלבטתי זה היה למה החיים שלי הם מיוחדים שאני צריכה להודיע לאחרים ולהתחלק עם אחרים.
חשבתי אולי עם נכדים, עם ילדים שלי, כן, זה כדאי. אבל באותו זמן זה דבר פרטי, אני חושבת שהחיים שלי הם בעצם דוגמה של חיים של יהודי שהלך כמעט באופן קיצוני, עבר את הדברים הכי קשים בזמן של 70 שנה שאני חיה בין הארצות, בין פולין, צרפת, קנדה, ישראל ומקומות אחרים. זאת אומרת שאם אני לא מדברת מה שלמדתי מהחיים שלי, אז יש כל מיני דעות קדומות שממשיכות להתקיים, שמדברים על ניסיון השואה, על ניסיון של יהודי נודד בעצם. Je vais continuer en français parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui ne comprennent pas l'hébreu. Pourquoi j'ai pensé qu'il serait important tout de même de partager? Premièrement parce que moi je m'en suis sortie. Par toute une série d'incidences, de hasards que j'ai survécu. Je l'ai écrit dans mon livre, pas de façon extensive parce que j'avais écrit cela dans un autre livre il y a 20 ans. Je ne voulais pas non plus répéter les choses qu'on peut apprendre dans les bouquins d'histoire et concernant les gens qui sont nés dans les ghettos, qui sont nés en Pologne dans les années 40-41. C'est les dernières années où on a encore fait naître les enfants juifs. C'était évidemment un sort extrêmement exceptionnel de survivre sur les territoires de Pologne. Maintenant, sur d'autres territoires comme en France, et vous connaissez, puisqu'il y a ici mes amis des enfants cachés, ils savent très bien comment ça s'est passé en France. C'était très dur, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ont vécu les enfants, très rares qui ont survécu sur le territoire de Pologne. Parce que c'est là que ça se passait dans les rues, ça se passait devant les yeux de tout le monde, que la cruauté a vraiment atteint la barbarie la plus totale. זאת אומרת שאם משווים מה שקרה באירופה המערבית עם מה שקרה בפולין, בבלרוסיה, באוקראינה, איפה שהגרמנים לא התביישו בפומבי לעשות את כל הדברים הברברים שאפשר לדמיין, וזה בפומבי, כולם ראו את זה, אי אפשר להגיד ששם מישהו יכול להגיד לא ראיתי, לא ידעתי. זה היה בכל עיר ועיר, איפה שהיו יהודים, היו שם גטאות, היו שם מחנות עבודה. איפה שאני נולדתי זה על יד ורשה, וזה גטו מאוד מאוד, זה בעצם לא קטן, היו 7,000 איש שהיו שם שנה וחצי. C'est là que je suis née, c'est là que ma mère a donné la naissance le lendemain de la constitution des ghettos. Ça veut dire le 26 octobre 1940, et les ghettos dans la ville étaient constitués le 25 et 27 octobre 1940. Minsk Mazowiecki, c'est à côté de Varsovie. Minsk Mazowiecki. C'est 30 km de Varsovie. C'est vraiment la banlieue de Varsovie. Et toutes ces villes autour où il y a eu des milliers de ghettos. On connaît l'histoire du ghetto de Varsovie, on connaît l'histoire du ghetto de Lodz, mais on ne sait pas que dans la plupart des villes et des villages, il y avait des ghettos, il y avait des camps de travail, et que la plupart de ceux qui étaient dans les ghettos, au bout d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, on s'était transportés ou à Treblinka ou à Auschwitz ou à Sobibor, et que directement ils étaient mis dans les chambres à gaz ou tués sur place. Donc, et ceux qui ont été sauvés, c'est vraiment très peu. Le pourcentage est moins de 10% des personnes de Pologne qui a été sauvée de la Shoah, de la destruction par les feux, par les gaz, par les tueries dans les rues, etc. J'ai vécu pendant 50 ans sans me rendre compte que je portais, à vrai dire, sur moi, une sorte d'histoire qu'il y a très peu de gens qui pouvaient la raconter.
parce qu'on parlait beaucoup d'Auschwitz, évidemment, et à juste titre. On parlait des endroits où, surtout, les gens étaient amenés là-bas à partir de l'Europe de l'Ouest. À l'Est, on ne parlait presque pas, parce que s'est installé les régimes communistes, et avec les régimes communistes, s'est installé une sorte de fiction que c'est tous les citoyens polonais ou soviétiques qui étaient persécutés. On ne faisait pas une distinction entre la persécution, la spécificité de la tuerie des Juifs par rapport à d'autres citoyens qui ont été en tant que soldats et en tant que résistants été tués évidemment par des Allemands sans faire presque à la même quantité, parce qu'il y a eu 3 millions de Polonais non juifs et 3 millions de Polonais juifs. Maintenant, 3 millions de Polonais juifs, c'est 90% de tous les juifs qui habitaient sur le terrain de la Pologne. Maintenant, אני אעבור עכשיו לסיפור כזה, אומרים לי ואמרו לי כשאני כתבתי, אמרו לי, אף אחד לא מתעניין בסיפורים כאלה. אנחנו כבר קראנו, אנחנו ידענו, אנחנו יודעים, לא כדאי לך לספר את הסיפור הזה. אני קראתי כמעט כל הסיפורים כתובים, הרבה. רוב זה ממש עדות של אנשים שעברו אושוויץ, שעברו רבנסבורג, שעברו אפילו בגטאות, היו במיוחד את הפרטיזנים שהגיעו פה בארץ וכתבו. שמתי לב שמה שכתבו האנשים האלה, מי קרא את הספרים האלה? מעט מאוד. כשהתחלתי לכתוב, שמתי לב שרוב האנשים יודעים פחות או יותר דברים מאוד כלליים, אבל להיכנס בפנים, להבין את הסיפור של חיים של האלה שכבר אינם ואלה שבנס ניצלו והתחילו לחיות בצורה רגילה, פחות או יותר, מעט מאוד הבינו מה זה אומר. מה זה אומר להיות ניצולה יחידה מכל המשפחה. במקרה שני, היו שם אולי 100 בני דודים, אחים של אבא ואמא וכו'. מי נשאר בפולין? רק אני. מי סיפר לי את הסיפורים של משפחה? אף אחד. מאיפה אני למדתי? לא רציתי ללמוד, הייתי צעירה, ילדה, אני לא רציתי להיכנס לסיפור. היה מאוד מאוד קשה להיכנס לסיפור אישי ולדעת מה קרה לאמא, לאבא וסבא וסבתא. לא היו לי אפילו תמונות. באיזשהו שלב הצלחתי, שהייתי כבר בת 24, למצוא אנשים שהיו באותם מקומות. ואז התחלתי להבין מה עברו ההורים שלי ואיך זה קרה שכמעט כולם לא נשארו בחיים. עכשיו, כשהתחלתי לכתוב, זה לא בגלל שרציתי לכתוב. Je n'ai vraiment pas planifié d'écrire. Ça m'est tombé dessus de façon extrêmement surprenante et inhabituelle quand j'avais déjà 52 ans. Et c'était exactement 50 ans après ma séparation avec ma mère. J'ai commencé à écrire les poèmes sans avoir lu les poèmes parce que j'étais une juriste. J'étais quelqu'un de très pratique, qui s'intéressait plus à la politique qu'à la poésie et qui ne savait pas écrire en français, bien sûr, puisque j'ai appris le français à 20 ans. Donc quand j'ai commencé à écrire à l'âge de 52 ans, j'écrivais dans toutes les langues que je connaissais. J'en connaissais donc les polonais, puisque je suis née en Pologne. Je connaissais les français, puisque je suis arrivée à 20 ans en France et que j'ai appris à 20 ans les français. J'écrivais en anglais, puisque je me trouvais à l'époque à Ottawa, qui est une province, une ville dans la province anglophone au Canada, et que mes amis autour étaient anglophones. Par conséquent, ils ne comprenaient ni les polonais ni les français. J'avais besoin de communiquer à eux une expérience qui tout d'un coup m'a semblé incroyable,
miraculeuse presque. C'est-à-dire qu'après 50 ans, je me souviens des choses et que j'écris des choses dont j'ignorais que j'avais connu les détails. J'avais écrit donc, dans un livre, je ne sais pas si quelqu'un a ce livre, c'est un livre qui a été écrit il y a 20 ans. C'est un livre que quelqu'un a défini comme l'écriture sauvage. C'est-à-dire une écriture qui s'impose, qui n'a aucune forme connue littéraire, qui est un mélange de documents, de poésie, de tableaux, de narrations, où je raconte l'histoire de la mort de ma mère, alors que j'en connaissais que des bribes. Ensuite, j'ai cherché dans les archives les détails, il y en avait des bribes aussi, et ces bribes-là qui étaient connues à maison par les témoins, étaient finalement des choses que j'ai écrites dans mon petit essai sur la mort de ma mère. J'étais vraiment stupéfaite en me disant comment je peux savoir ça. J'avais 2 ans. C'est une écriture qui s'est imposée à moi. C'est une émotion qui s'est imposée à moi. J'ai commencé par peindre, j'ai regardé les images et ensuite j'écrivais des poèmes. Et ensuite, ils sont venus des narrations qui décrivaient mon expérience de séparation avec ma mère. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui devait être écrit et que je ne pouvais pas faire autrement. Et vous aviez 2 ans. Oui. On m'a sorti d'un camp de concentration où était ma mère, où on était cachés. Il y avait quelques enfants qu'on a réussi à mettre dans les recoins. Et quand on m'a sorti, on m'a confié à une famille polonaise qui m'a ensuite élevée, dans la religion catholique d'ailleurs, et que quand je suis revenue à Strasbourg, je ne connaissais absolument rien du judaïsme, des juifs, je n'avais que des opinions négatives, parce que, évidemment, j'avais les souvenirs de la vie après la guerre, où on est parlé en Pologne qu'avec des mépris concernant tous ces juifs, qu'on s'est bien débarrassé d'eux, etc. Donc, il n'y avait pas quelque chose de positif que je pouvais retirer de mon expérience Vous saviez que je savais, on ne m'a pas laissé oublier. Et on ne m'a pas permis d'oublier ça, mais je l'ai su toujours que j'étais donc enfant juif, dont tout le monde a disparu, sauf qu'il y a des gens, une famille polonaise qui m'a donc pris et élevé. עכשיו אני עוברת לעברית, לחברים, אני יודעת שהם יודעים את הסיפור שלי, אבל בכל זאת, שזה לא יהיה משעמם יותר. לא, כן, אוקיי. אז זה היה ממש איזה, אומרים devoir de mémoire, זה לא devoir, c'est une nécessité vitale. מה? זה צורך קיומי. זה לא בעברית. עכשיו, צורך קיומי. זה לא חובה, זה הזיכרון שהוא צריך לצאת מהגוף, מהנשמה. בלי זה את לא יכולה להמשיך לחיות. באיזשהו שלב זה קורה. מה? לא, יכול להיות שבשביל מישהו אחר זה יהיה לו כתיבה, אצלי זה לא היה כתיבה דווקא, זה היה ציורים. כתיבה הגיעה אחרי שציורים כבר קיימים, היו קיימים. זאת בת שלי. יש לי 2 בנות, יש פה אחד שהיא עושה את המידות, ואחד שאמורה לטפל בשולחן. הנרדה שם. נרדה, אני אדבר בסוף, שיש לי פה החלק השני. בסוף, אם יש לי רעיונות עם העיתונאים או ברדיו במיוחד, שהיו לי כבר 4, אז כולם רוצים לקרוא את אותו הסוף של הספר שלי. אני אקרא שזה בשביל מיקה, אבל היא לא יודעת, היא יודעת אנגלית, אבל לא צרפתית. J'ai fini mon livre en disant maintenant je viens à l'essentiel. Ma joie et mes soucis.
Mes enfants et mes petits-enfants, tous vivent en Israël. À leur présence, je redeviens donc humaine, vulnérable, féminine et maternelle. C'est tellement classique que je rougis de gêne à partager ces sentiments forts, extraordinaires, que je ressens en présence de mes petits-enfants. Par là, je rejoins toutes les grand-mères du monde. Je suis heureuse de les voir vivre, de leur donner mon amour et d'en recevoir plein. Leur joie de vivre, leur besoin de ma tendresse me procure les sentiments d'exister, d'avoir accompli quelque chose de concret, de vibrant, de vivant. Je n'avais pas ce sentiment que j'en ai de mes propres enfants. Mais puis ils vont m'excuser, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit je n'avais pas les mêmes sentiments quand je vous ai fait des fois. C'était plus de la routine sociale. Il me manquait cette conscience, cette profondeur existentielle de sentir ma progéniture, de transcender la mort. C'est une sorte de revanche sur ma tragédie et celle de tous les miens. Je passe beaucoup de temps à les voir, à les écouter. Ce sont les seuls êtres au monde qui me signifient que je suis encore là. Le reste compte moins. Je ressens moins le vide de mon existence. L'amour est primordial pour un être humain. Il étend son espace vital. J'étais une graine à la naissance et ma vie n'est qu'un souffle poussé par les vents de l'histoire. Je laisse des traces, alors j'ai vécu. עכשיו בעברית. עכשיו בעברית. את הקטע הזה. עכשיו בעברית. אני אומרת שיש שני שלבים של זכור. אחד זה לכתוב מה שחשוב לנו ומה שחשוב בעצם לא רק ליהודים, אני חושבת שזה גם לכל בן אדם ובן אדם שרואה עד כמה השואה הייתה דבר לא יוצא דופן בעצם, שהיו דברים איומים לפני ויש עכשיו אחרי השואה ויהיה עוד. זאת אומרת, אנחנו חושבים שזה משהו נורא וזה היה ממש משהו מיוחד ונורא, שזה היה נגד כל היהודים, העם היהודי. אבל הקריאלטי, האכזריות של הבן אדם לגבי בן אדם אחר, זה משהו נורא. אני לא רציתי רק למסור את זה לנכדים שלי. ואני חושבת שזה אחד מהדברים שאנחנו דיברנו שלשום עם ז'ורז' שמבקשים מניצולי שואה לספר את סיפור שלהם. הם בדרך כלל עושים מזה בומבום. זאת אומרת, משהו מתוק. הם לא רוצים להגיד בדיוק מה שהם אמרו. למה? מפני שאם הם כן מדברים, זה כל כך נורא, שמישהו ששומע יש לו הרגשה של ייאוש מאוד מאוד עמוק. וייאוש מאוד עמוק זה לא טוב לנכדים, זה לא טוב לילדים, אנחנו לא רוצים שיהיו להם הרגשה שזה העולם הוא ממש נגדם, והעולם היום ונורא. אני שייכת לקבוצה של ילדי השואה, וילדי השואה לא רק les enfants cachés, ילדי השואה שעברו גטאות, שעברו מכונות, שרצו כמו, אתם יודעים אם אף אחד יש לכם רעיון, איך זה היה ילד שהוא בן 8 או 6 והוא לבד והוא צריך להתקיים. ניסיון כזה הוא ממש כל כך קשה. שאני כל כך הרבה שנים לא נזכרתי, לא דיברתי על אמא שלי, על אבא שלי, על אחותי, על כל המשפחה שבעצם נעלמה בלי עקבות, בלי sans les traces. בשלב. אוקיי. זאת אומרת שלא נשאר כלום בעצם,
אין מקום ללכת לראות. אני אפילו לא יודעת. יש כמה שאני יודעת איפה הם מתו, אמא שלי למשל, אבל רוב האחרים אני לא יודעת. יש לנו אינטרנט ואנחנו יכולים לבדוק שמות, ומצאו סוף סוף העקבות של אבא שלי. פעם ראשונה שראיתי את השם שלי ושלו, טרנג'ל, ברשימה. ברשימה לקחו אנשים מגטו ורשה בסוף של המרד, ולקחו אותם למיידנק. ומה קרה במיידן? וכולם יודעים, אף אחד כמעט לא ניסה. Quand on est privé complètement de toute trace de sa famille, j'avais même pas trouvé une seule page de témoignage ou quelque part où les noms de Corman et de Tirangel, ma mère et mon père, apparaissent. Rien, ils n'ont jamais existé. J'étais la seule, et c'est comme ça que je me suis rendu compte à 50 ans, que j'étais finalement la seule à pouvoir me souvenir qu'ils ont existé, qu'ils étaient là. Ils étaient tout jeunes. Ma mère avait 25 ans quand elle a été brûlée vive dans un camp de travail, dans la ville où moi je suis restée, où j'ai vécu 20 ans. Que mon père, donc, je pensais qu'il avait disparu dans les ruines des ghettos de Varsovie, mais finalement on l'a amené dans un camp de concentration, d'extermination, et qui a été finalement mis dans les chambres en gaz. Si vous voulez ne pas avoir même des choses aussi essentielles concernant sa propre histoire, c'est là que ça m'a finalement frappé en me disant, bon, tu t'occupes de toutes sortes de problèmes, mais dans les livres vous verrez, bon, des problèmes de prof de droit dans la faculté, avec les collègues, avec les choses de tous les jours, qui peuvent paraître vraiment futiles quand on y pense à sa propre histoire, qu'on se situe dans une sorte de tragédie aussi collective, aussi énorme, et qu'on s'occupe de vraiment... il m'a dit, je lui ai dit, et puis ils m'ont dit. Bon, et à un moment donné, je te dis, maman, arrête, c'est pas ton histoire. C'est vraiment pas ton histoire. Ton histoire, c'est maintenant de se souvenir et de les transmettre. Et de les transmettre. Et on vous a dit comment on vous a pris du camp de concentration. Votre maman était... Elle est restée... emmenée? Non, elle a été restée... Ils ont brûlé 2 mois après. Ah, d'accord. Les camps de travail, il était situé en Minsk Mazowiecki. Et elle s'est cachée quelque part. Elle avait 2 petits-enfants. Moi, elle n'avait même pas 2 ans. Et ma sœur qui avait environ 6 mois. Je ne sais pas comment elle a réussi, après la liquidation des ghettos, de se maintenir quelque part en vie. Et elle est revenue au seul endroit où il y avait encore les Juifs au mois de septembre 1942. Parce qu'en Pologne, en 1942, fin 1942, début 1943, il n'y avait plus de Juifs autorisés d'être nulle part. Ils ont tous été emmenés dans les camps, et il n'y avait que le ghetto de Lodz, ghetto et un camp de travail de Częstochowa qui sont restés jusqu'à la fin de la guerre. Sinon, tous les autres ghettos étaient liquidés durant cette période-là. Par conséquent, quand vous vous rendez compte tout d'un coup que vous êtes la seule personne qui peut au moins chercher leur histoire, c'est-à-dire c'était très très dur parce qu'il y a très peu de gens qui ont survécu, mais il y en a tout de même qui ont survécu pour pouvoir écrire cette histoire collective. Que les Juifs de Minsk Mazowiecki étaient ramenés dans les ghettos au mois d'octobre 40, 25 octobre, que moi je suis née le 26. Écoutez, l'histoire, toutes mes histoires sont très compliquées, elles sont ridicules presque, mais elles sont vraies. C'est-à-dire, je suis née 26 octobre 1940, mais dans mes premiers certificats de naissance, il y avait un faux nom, un faux prénom, mais la date était bonne. Ensuite, quand on m'a adoptée, on m'a changé de nom, on m'a changé de prénom, mais on a changé aussi de date de naissance. Et dans les documents, j'ai le 26 août 1940. Et c'est la date que j'ai faite dans mon anniversaire, sauf il y a quelques années, quand j'avais 70 ans, ma fille m'a organisé la vraie
fête de naissance. Ça veut dire le 26 octobre 1900, quand est-ce que c'était 2010, non 2010. T'as quel âge? 2010, parce que j'avais 70 ans et on m'a fait une très très belle fête pour fêter les vrais jours que je ne peux pas garantir que c'est les vrais, parce que c'est les deux dates qui se promènent un peu dans mes documents. Mais comme on m'a dit par ailleurs que j'étais prise dans les camps de travail quand j'avais exactement le jour de ma naissance et que j'avais 2 ans, et ça c'est les parents adoptifs qui me l'ont dit, les pas parents adoptifs tout de suite, ils m'ont adopté 10 ans après. Mais c'était les gens qui m'ont pris, qui savaient que c'était le jour d'anniversaire. Ils m'ont dit, on t'a pris le 26 octobre 1942. Vous connaissez votre maman? Non, mais c'était organisé par un groupe, ça s'appelait Żegota. C'était un groupe organisé par les partisans polonais et les partisans juifs pour sortir les enfants des ghettos. C'était autour de Varsovie. Et moi, c'est encore une supposition, ce n'est pas une vérité historique, mais d'après toutes sortes d'éléments, j'ai conclu que c'est Żegota qui a organisé ça, parce qu'ils ont sorti une dizaine d'enfants avec des faux actes de baptême, et puis ils ont trouvé des familles pour les accueillir, et pour évidemment tous les frais, ils ont payé aussi les frais de subsistance. Et ça, c'était l'action de Żegota, et qu'en plus, par hasard, j'ai appris que les fondateurs de Żegota habitaient à ce moment-là à Minsk Mazowiecki. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'éléments pour me permettre de supposer que c'était Żegota. Ce n'était pas en tout cas une action particulière, c'était une action bien organisée. Maintenant, les autres enfants ont disparu, on ne sait pas s'ils ont survécu ou pas. Ma sœur, qui avait 6 mois, a été aussi sortie à ce moment-là, et on ne sait pas si elle a survécu ou pas. Elle est peut-être vivante. Je ne sais pas, je n'ai pas pu le... Elle est peut-être vivante, seulement comme elle avait 6 mois et que ce document était faux, elle est peut-être passée d'une main à l'autre, donc on ne peut pas savoir si elle a survécu. Donc je la cherche toujours. J'ai toujours l'espoir que peut-être je vais rencontrer. Quand quelqu'un me dit je connais quelqu'un qui te ressemble, je dis oh là là, tout de suite, donnez-moi l'adresse pour peut-être que c'est ma sœur. Bon, de toute façon, la seule personne où il n'y a pas de certitude qu'elle est morte. Alors que mon père et ma mère, il y a une certitude avec les grands-parents et les tantes, on ne se pose même pas la question parce que s'ils étaient vivants, ils m'auraient tout de même contacté. Parce qu'ils savaient où la famille vivait dans la même ville. Et, cette famille qui vous a adopté, elle était gentille avec vous? Ça n'était pas normalement dans les thèmes d'aujourd'hui, mais je veux vous dire, mon père adoptif que toi tu as connu était un homme extraordinaire. Il m'adorait, c'est lui, si j'ai des succès dans ma vie que je décris ici, enfin relatifs bien sûr, c'est parce que je pense qu'il m'a tellement gonflé avec cette certitude que je suis vraiment un génie, la fille la plus formidable. Je pense que ça me vient de lui, de ce père adoptif. Par contre, sa femme n'était pas aussi gentille avec moi, elle n'était pas aussi contente de savoir son mari aussi en amour avec un enfant. Bon, ça se comprend. N'est-ce pas? Mais oui, j'ai compris par la suite, je lui ai pardonné finalement. Parce Vous avez des enfants eux-mêmes? Pardon? Ils avaient des enfants eux-mêmes? Non, il n'avait pas justement. Alors j'étais vraiment un miracle qui lui est tombé, une sorte de cadeau inespéré, alors que pour elle c'était une concurrence et il m'adorait beaucoup plus qu'elle, ça c'est clair. Bon, de toute façon, c'est un homme qui m'a vraiment donné toute l'assurance dans la vie que j'ai. Il a vraiment cru que je peux faire tout. Donc je me suis promenée avec cette certitude que je suis tellement bonne que ça me rendait parfois très antipathique par rapport aux autres. Mais par ailleurs, ça permet tout de même de dépasser les difficultés qui sont vraiment beaucoup plus grandes que pour quelqu'un qui est un être né dans un endroit qui est entouré de gens qui les connaissent et qui connaissent aussi, qui sait comment se comporter. Pour moi, c'était chaque fois deviner la façon dont je dois me comporter. Parce que changeant de nom, changeant de langue, changeant
de métier. Bon, j'ai fait beaucoup de changements, c'est écrit ici, le livre est tout petit, mais c'est toute une histoire. Et il y a certaines personnes en lisant ça, ils disent, mais écoute, il y a au moins 4 romans que tu devrais faire de ce livre-là. Et moi, je suis très très précise parce que je suis juriste, parce que j'aime bien les faits, j'aime bien les phrases courtes. Donc je ne me promène pas dans les descriptions littéraires ou romantiques. D'abord, je pense que je ne suis pas capable. Puisque vous écrivez extrêmement bien, je peux vous dire. Pardon? Vous écrivez extrêmement bien. Mais vous n'avez pas encore lu, mais ce que j'ai lu, d'accord. Non, mais oui, j'ai reçu ce genre de compliments, ça me rassure peut-être. J'écrirai peut-être d'autres romans parce que c'est ce que les amis me disent, que vraiment je devrais tout de même écrire plusieurs romans et non pas un seul qui résume une vie tout de même. Mais vous peignez aussi très bien, donc parce que dessus. Vous peignez aussi très bien. Ah ben c'est gentil ça, moi j'ai apporté seulement 4 tableaux parce qu'au dernier moment on m'a informé qu'il y avait l'exposition et je me suis joint comme ça au dernier moment, donc on m'a réservé vraiment une place très modeste. Parler c'est un devoir, ça veut dire on oublie que c'est finalement une nécessité de se souvenir. Un être humain il est fait du passé et de présent et de l'avenir. Alors s'il ignore le passé, c'est un être à moitié fait, quoi. On peut pas exister sans se situer quelque part, dans une famille, dans un lieu, dans un métier, quelque part où on s'accroche. C'est pas des racines. Aussi déraciné, on me dit, on cherche des racines. En Pologne, il y a un mot, korzenie, on cherche des korzenie. Mais c'est pas des korzenie. On cherche à se... Korzenie. Oui, oui. Racine. Et je comprends très bien, parce qu'on m'a expliqué 1000 fois ça. Seulement, ça me semble tellement injuste de se pencher d'une sensibilité de quelqu'un qui a entendu quelqu'un me parler de ça. Ça peut être, bien sûr, c'est réfléchi. Pour moi aussi, c'est très, très, très important de me souvenir, d'avoir ça dans mon corps, de savoir tout ce que je sais. C'est très difficile. 50 שנה, 48 שנה, את דחית את זה עד שהיית מסוגלת לעצור, לקבל, להתפייס. Il y a une différence il y a une petite différence entre moi qui avait tout ça dans mon corps, je finis en français. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui a ça dans son corps, inscrit. Un enfant de 2 ans, il entend. Moi, j'ai observé mes petits-enfants. J'ai regardé qu'est-ce qu'elles comprennent. Très sensibles au cri, aux pleurs, aux lamentations, à la peur. Ce sont des choses que moi, j'ai vécues dans mon corps. Évidemment, 2 ans cachés dans les caves et dans les trucs parce que je n'étais pas dehors. Pendant 5 ans, vivre dans cela, il n'y a rien à comparer avec la sensibilité de quelqu'un d'autre, un trouble psychique, de pouvoir réaliser à quel point les parents ou les choses étaient horribles, parce que c'est vrai, ça rentre quelqu'un dans une sorte d'incompréhension complète. Moi, j'ai cherché un sens à tout ça en me disant, mais c'est pas possible, comment je peux m'expliquer tout ça? Je n'ai pas trouvé de réponse, et je pense que ceux qui parlent de causes et des effets, de pourquoi une telle barbarie, sont des gens qui tournent en rond. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on peut vraiment expliquer. On peut expliquer, mais comprendre, non. Expliquer, on peut. On a déjà mille façons de justifier, d'expliquer de pourquoi, comment, où, etc. Mais comprendre vraiment, ça veut dire comprendre. Il y a ceux qui comprennent. Et quand je suis dans des groupes de survivants, nous on comprend très bien. On n'a pas besoin de parole. Ceux qui sont vraiment proches de leur propre conscience et de leur propre expérience comprennent très bien ça en mots. Et tous vont dire, c'est pas possible d'avoir une justification, une explication. C'est quelque chose qui est lié à l'être humain, à l'humanité, à quelque chose qui est en nous tous,
et que ça peut sortir dans certaines circonstances, se transformer dans une folie comme ça meurtrière, dans une folie où il n'y a plus de... l'autre n'existe plus, où on réduit l'autre à une sorte de pulsion de cruauté, de sadisme, parce que c'est ce qui s'est passé dans les camps, dans les ghettos. Quand on lit maintenant les témoignages de ceux, quand on a la patience et le courage de prendre les témoignages de ceux qui ont survécu, qui ont décrit, bon, c'est très très dur comme expérience, mais je pense qu'on peut exiger cela de certaines personnes qui se sentent concernées, qui devraient se sentir concernées, parce que c'est un hasard que moi je suis née là-bas et que vous êtes née, je ne sais pas hier. Vous avez votre jeunesse dans une famille polonaise. Oui. Et donc vous avez vu, vous avez entendu ce qui se passait quand même dans le ghetto. Non, moi j'étais dans les camps. Non, écoutez, non, moi j'étais dans un ghetto, je suis née dans un ghetto. Oui, 2 ans j'ai vécu donc avec ma famille enfermée dans le ghetto avec ce qu'il y avait là-bas. La faim, la peur, les barbaries, les exactions et les exécutions. J'étais 2 ans. Après, j'étais avec elle pendant 2-3 mois dans un camp de travail. Les gens sortaient pour travailler, rentraient le soir et ils attendaient qu'on les tue. Et voilà. Et on les a effectivement brûlés. J'étais là. Mais pas jusqu'au bout parce qu'on m'a sorti avant que les camps aient été brûlés. Brûlés, où les gens ont été brûlés vifs. Au centre. Non. Non, c'est-à-dire que je sais qu'on m'a amené là-bas pour regarder. Mais je ne me souviens pas de ça. C'est-à-dire que pour un enfant à 2 ans, il a dû voir. Après, moi, j'ai senti ça parce que j'ai cela dans mon corps. Quand j'écris, j'ai cette douleur et cette colère qui est là. Et alors que les personnes qui n'ont pas été dedans, ils ont une autre façon d'exprimer ça. Maintenant, ensuite, j'étais cachée parce qu'on ne pouvait pas me montrer. Donc pendant 2 ans encore que les Allemands étaient là, j'étais cachée dans les caves, dans les greniers, dans les armoires, dès qu'il y avait quelqu'un qui frappait. Moi, je n'étais pas là, j'étais officiellement, je n'étais pas là. Maintenant, à 5 ans, j'étais libérée. Libérée, ça veut dire qu'on pouvait me montrer au grand jour. Mais on m'a montré comme un enfant qui restait, je ne suis pas un seul enfant, et tous les enfants qui avaient... Non, je n'étais pas l'enfant, j'étais un enfant dont on savait que la mère, parce que mon grand-père avait un grand magasin de confection au centre, dans les rues, ça veut dire dans les marchés, le marché à côté de l'église, donc c'était vraiment un endroit central. Tout le monde connaissait Corman. Tout le monde allait acheter chez lui, ou bien les personnes. Ça veut dire que je savais que c'était l'enfant de Corman qui a survécu. Et tout le monde les savait. Donc on n'a pas... je pense qu'ils ont parlé devant moi, ils n'ont pas parlé, j'en sais rien. Je n'ai pas vraiment fait très attention, j'étais trop petite. Maintenant, chez moi, cette connaissance était là. Je n'avais jamais eu de doute. J'étais un enfant de juifs et que les juifs tous ont été tués, ils ont été persécutés et que c'était des mauvaises personnes aussi. Il faut voir qu'en Pologne, c'était pas les juifs, il y a des gens, comme vous savez, disaient c'est très bien qu'on se débarrasse d'eux, c'est bon. Et par conséquent, moi je ne pouvais pas me plaindre, je ne pouvais pas me dire plaignez-moi parce que mes parents ont été tués. Je cachais ça à tout le monde et à moi-même aussi. Donc je me suis habituée à faire comme tout le monde. Comme tout le monde. Et effectivement, je me suis convaincue pendant 40 ans à vivre comme tout le monde, presque. Ça veut dire je suppose que j'avais dans mon caractère des choses qui n'étaient pas comme tout le monde. Mais en apparence, je me suis convaincue que je pouvais m'occuper des choses comme tout le monde. Maintenant, voilà. בעברית לא חברים שלך, אתה אמרת. נכון. הבטיחה לי בכתב. יש לי ייעוץ פה, ייעוץ. Peut-être un peu trop mal, je veux que je le mette sur la table. עכשיו, בספר אני מספרת מעט מאוד על הניסיון בגטו ובקנה ועם כל
הציבור של... אני מספרת יותר על החיים שלי בניצולת השואה, עם הרגישות, ברור שהרגישות שלי הייתה שונה מהרגישות של בן אדם אחר באותה מקצוע, באותו מקום. ומספרת על הדעות קדומות שהיו לי בכל מיני מקומות, בכל מיני ארצות. זאת אומרת, בן אדם כמוני שמגיע לצרפת, זה היה המקום היחיד בעצם, זו הסיבה שחזרתי לצרפת. אני צריכה לדבר בצרפת. אני אספר לך. Dans ta transmission. Dans ta transmission. Non, non, je veux dire que mes fantômes étaient très cachés. Oui. Qui as-tu vu? Non, je voulais demander, dans cette transmission transgénérationnelle que tu essaies, je voulais te demander, qu'est-ce que tu veux transmettre? Une question. Qu'est-ce que je vais transmettre? Oui, c'est une bonne question. Petits-enfants. Non, pas seulement à Pas seulement. petits-enfants. À mes petits-enfants, ils savent déjà beaucoup. Non, à tous les lecteurs. À tous les lecteurs. Ben, je me suis posé cette question pendant 5 ans, 2 ans quand j'écrivais et 3 ans quand je cherchais un éditeur. Tout le monde disait, mais alors quoi? Qui tu es pour te... C'est ton ego qui tu as besoin d'écrire un livre. Tu pourrais faire autre chose. Je ne sais pas faire la bonne cuisine. Je l'ai fait aussi. השאלה, מה אני רוצה למסור? האמת שבעברית יותר נכון להגיד להעביר. אנחנו מדברים על העברה בין דורים. להעביר זה mieux que למסור. parce que למסור c'est donner. Moi j'appelle ça zachor. C'est pas le sens, c'est zachor. C'est quelque chose qui est vraiment, d'après ce qu'on m'a expliqué ça depuis longtemps, c'est quelque chose qui fait partie de la tradition juive essentielle. Ça veut dire toute l'expérience du peuple juif qui a une signification devrait être maintenue et comprise et transmise aux autres, qui se souviennent. On se souvient évidemment de la sortie d'Égypte, on se souvient de notre exil d'Espagne, etc., etc. Bon choix, il y a certains qui vont me dire, mais on a tellement de livres. Mais si je demande, on m'a dit ça depuis le début, quand j'ai commencé à écrire, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu vas encore raconter qui n'a pas été raconté? Et qu'est-ce qu'il y a d'original dans ton histoire qu'on n'a pas eu déjà des livres qui ont décrit, qui ont fait ça? D'ailleurs, je l'ai dit au début en disant, qu'est-ce qu'il y a de spécial que moi j'ai besoin de transmettre pour qu'on se souvienne. Et c'est vrai que c'est un besoin vraiment intérieur. Et je l'ai dit. C'est un besoin où moi j'avais besoin d'avoir une voix, d'avoir quelque chose qui était le mien, qui n'était pas collectif, qui n'était pas raconté par Wiesel, qui n'était pas raconté par Madame Weil, qui n'était pas raconté parce que leur expérience et leur compréhension des choses peut être différente de la mienne. Et c'est vrai qu'elle est différente. Parce qu'ils ont vécu autrement, parce que leurs expériences de vie étaient différentes. Il y a quelqu'un maintenant, une traductrice qui a lu mon livre et qui avait traduit les livres de Simone Weil. Elle a dit, tiens, ça me rappelle l'histoire de Simone Weil. Sauf que l'histoire de Simone Weil est une histoire adoucie par rapport à la tienne. Parce que, dans ton cas, il s'ajoute le fait que tu étais enfant dans un ghetto, que tu as perdu tout le monde, que tu étais vraiment désarmé, que tu n'avais personne pour t'aider à devenir juif ou à être juif, que tu as dû faire tous ces chemins pendant des années pour comprendre ce que ça veut dire être juif. Pourquoi je devais être juif? Il y a plein de gens après la guerre qui ont changé de nom, qui n'ont pas dit à leurs enfants, qui ont fui pour oublier tout ça. Il y a 1000 façons de réagir à ça. D'ailleurs, je l'ai fait partiellement aussi. Et le fait que 50 ans, je ne me suis pas occupée de mon histoire personnelle parce que je trouvais ça presque indécent. Il y a quelqu'un avant-hier qui disait il y a des gens qui ne voulaient pas parler de ça parce qu'ils trouvaient que c'était plus décent de ne pas les raconter.
Moi, je pense qu'au contraire, ma décence exige de moi à ce que je les dise. Et parce que aussi le fait que j'étais quelqu'un, désormais, enfin quelqu'un qui passait d'un endroit à l'autre, où ces préjugés, où ces ombres m'accompagnaient dans toute ma vie, et que je me heurtais à des choses que je devais comprendre d'une culture à l'autre. C'est une expérience. On a écrit plein de livres sur biculturalisme. Par exemple, il y a une copine qui m'envoie tout le temps des livres très savants sur les problèmes de quelqu'un qui vit en anglais et français, par exemple, qui écrit dans les deux langues. Ils écrivent des livres pour expliquer à quel point il y a des difficultés à fonctionner dans les deux langues. Je dis, bon, très bien, mais moi, je fonctionne avec 5 langues. Et alors, qu'est-ce que ça ajoute comme difficulté? Qu'est-ce que ça change comme vision du monde, comme vision des rapports humains? Est-ce que ça me permet justement de me réjouir du fait que j'ai 5 petits-enfants? Je pense que ma joie est beaucoup plus intense que quelqu'un qui est bilingue, qui a eu ses 5 petits-enfants, les uns qui vivent aux États-Unis et les autres en Israël. Je pense qu'il y a une vision, une intensité et une appréciation qui est différente. Et cette différence, elle n'est peut-être pas importante. C'est possible que je m'imagine que les nuances comptent. Mais c'est peut-être ces nuances où les gens peuvent peut-être s'identifier. D'ailleurs, je reçois surtout les femmes, et les livres sont très appréciés par les femmes. Très, très appréciés. Je reçois des compliments et des lettres où chacun se reconnaît dans une partie de ma vie. Mais évidemment, pas une seule personne, peut-être que j'en trouverais, qui aurait vécu autant d'étapes que moi et autant de différentes personnalités. Mais il y en a qui se reconnaissent dans une partie de ma vie. Par exemple, beaucoup de femmes professionnelles, quand je raconte les déboires que j'ai pu avoir en tant que femme professionnelle dans les années 70, elles se reconnaissent, elles disent là, moi j'ai vécu les choses comme ça. Mais elles n'avaient pas en plus le fait qu'elles étaient étrangères, elles n'avaient pas un mari situé dans les mêmes trucs, elles n'avaient pas des voisins qui connaissaient. Et vous savez à quel point les réseaux sont importants. Moi, je n'avais pas de réseau. Donc je me mettais comme ça dans une difficulté et j'étais seule à pouvoir reconnaître de quelle façon on peut contourner les obstacles. Qui ont vécu les mêmes choses. Qui ont été placés aussi sur le banquet et qui n'ont rien fait, qui sont restés en colère. Oui. Ils n'ont pas fait de chouva, ils n'ont pas remué. Oui, oui, bien sûr, mais j'en connais, oui. J'en connais. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait mon chemin. Parce qu'ils sont restés là où on les a placés, parce qu'ils n'ont pas eu à dépasser les difficultés d'identification, d'apprendre le judaïsme, de venir en Israël, de connaître les Juifs et réviser les idées connues qui circulent dans les milieux polonais. Par exemple, vous avez vu le film Ida. Tout le monde s'extasie devant les films. Moi, je ne m'extasie pas. Parce que non, c'est un film qui est vraiment adoré. La plupart des gens trouvent que c'est un film formidable. C'est un bon film. C'est quand même l'église qui est